Merci. Alors, Alain, justement, j'ai le privilège de t'accueillir au nom du comité d'organisation de Hightech pour cette conférence à l'occasion des 20 ans du TAVI et au lendemain de ton anniversaire. C'est aussi un honneur pour nous à Hightech. Je pense que c'est un honneur pour nous en France. C'est un honneur pour nous, pour toute la communauté médicale et cardiologique, d'avoir parmi nous, dans notre communauté, un tel individu. Tu as inventé le traitement percutané du rétrécissement aortique. Tu as eu cette idée vraiment folle et inimaginable de mettre une valve par l'artère fémorale sous anesthésie locale en sauvant des milliers de patients. Et pour moi, c'est vraiment un trait de génie. Donc, je suis très honorée à titre personnel, aussi très fière d'avoir vécu cette aventure à tes côtés et de la poursuivre. Et donc, on te laisse nous raconter cette histoire à l'occasion des 20 ans du TAVI. Merci infiniment, Hélène. Tout d'abord, j'ai deux commentaires à faire. Le premier commentaire, c'est que Hélène Chouinov a été très fortement associée à cet épanouissement de ta vie. Et je voudrais vraiment le faire remarquer que ça sera vraiment très très clair. Je la remercie vraiment beaucoup. J'espère que mon micro... Pardon. Tu as inventé le TAVI, mais pas le... Merci. Donc j'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit. Non, tu peux recommencer. Alors je répète. Je voudrais, moi, remercier Hélène des efforts incroyables qu'elle a fait, notamment tout au long de cette aventure et qui a permis vraiment de la mettre sur pied. Elle a été mon bras droit tout au long de ces 20 ans. Deuxièmement, je voudrais vous dire que c'est une joie tout à fait particulière pour moi d'être ici parmi vous à Hightech. C'était pas gagné d'avance. Et je dois dire que j'ai vraiment une affection très particulière pour ce meeting. Je voudrais rappeler simplement que sous l'égide de Bernard Velex, avec un petit groupe d'amis, vraiment c'est la force de l'amitié qui a permis de bâtir ce meeting qui a vraiment fait bouger les lignes de la cardiologie interventionnelle française et je suis vraiment très fier d'y avoir participé. Je remercie encore une fois Bernard Velex d'avoir eu cette idée de constituer ce groupe et je suis très heureux de voir que la jeune génération est là, qui maintient l'idéologie et qui va encore améliorer, si possible, les choses. Donc merci à vous, merci à toi Bernard d'avoir créé tout ça. Voilà, donc je vais vous parler du TAVI et je vais vous décrire cette histoire sur un plan plutôt émotionnel, bien davantage que scientifique, puisque la science, ça sera dans les symposiums qui viennent après. Donc je vais vous dire comment nous, à Rouen, on a vécu cette aventure absolument exceptionnelle sur le plan professionnel pendant une vingtaine d'années. Alors d'abord, une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi est-ce que le TAVI a été créé à Rouen et pas ailleurs. Il y a des centres qui sont beaucoup plus importants que le CHU de Rouen. Et donc, je pense qu'il y a deux facteurs sur lesquels je me permets d'insister, c'est que je vois comme ayant favorisé ça. C'est d'abord mon parcours personnel, puisque j'ai commencé la médecine très tôt, il y a très 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 longtemps à Paris, dans des services de cardiologie et de chirurgie cardiaque éminents, à une époque où tout ça était en train de bouger énormément, que ce soit en chirurgie ou en cardiologie. Pour des raisons familiales, j'ai été amené à partir à Rouen comme interne, sur les conseils de l'équipe de Tenon, qui m'a dit qu'il y avait là-bas un chef de service qui était absolument remarquable, un jeune type vraiment très dynamique qui était un ancien élève de Lenègre et qui avait fait ses armes aux États-Unis auprès de Sournes, donc il était très cathétériseur et moi j'avais déjà fait mes premières armes de cathétérisme cardiaque. Je n'ose à peine vous dire depuis quand, mais donc j'ai été accueilli à bras ouverts par le TAC et je dois vous dire qu'il avait un état d'esprit très particulier,
excellent clinicien, mais aussi très, très fortement intéressé par la recherche médicale et très ouvert aux innovations, et qu'il s'est créé une complicité jusqu'à son décès il y a déjà 20 ans aussi. Voilà, donc c'est lui qui a eu l'idée de m'envoyer en stage, un stage absolument essentiel dans l'histoire du TAVI, qui était un stage à Cedars-Sinai chez Swan et Gantz. Et donc vous les connaissez, ces gens-là. Bon, ce sont des gens qui ont construit énormément de fellows qui ont forgé leur état d'esprit vers la recherche et l'innovation, bien sûr. Et donc, je suis revenu de Rouen avec un esprit très, très façonné par ce stage, avec l'idée d'essayer de repérer quels étaient les besoins cliniques non satisfaits et d'essayer d'avoir la présomption d'essayer de trouver une solution moi-même. Pourquoi le TAVI à Rouen? Il y a un deuxième élément, c'est l'équipe. Alors ça, c'est absolument exceptionnel. J'espère que vous avez des équipes parmi vous comme ça maintenant, mais quand vous voyez l'équipe dans les années 90, très soudée, très dynamique, très enclin, très intéressé par la recherche d'une façon générale, mais aussi par les innovations technologiques. D'ailleurs, vous voyez ici les noms, je n'ai pas le temps de les énumérer, mais beaucoup ont laissé des noms en cardiologie dans les années qui ont suivi. Et vraiment, c'était une équipe soudée qui a permis que tout ça soit possible. Et puis avec les années, là on est plutôt dans les années 2000, l'équipe s'est consolidée, certains sont partis, certains autres sont arrivés. Il y a un état d'esprit à Rouen que je n'ai pas retrouvé beaucoup, malgré mes visites de tous ces centres internationaux, où il y avait surtout une excellente entente entre les médecins et les chirurgiens, les cardiologues interventionnels et les chirurgiens. Un partenariat s'est établi qui est particulièrement fort. D'ailleurs, si vous regardez la photo, vous verrez probablement ici Hélène Elchaninov et le professeur Bessou, le chef de service de chirurgie cardiaque. Cette proximité affective est quand même quelque chose d'assez rare, et donc ça nous a considérablement aidé pour développer ce qu'on a fait. Et puis on a eu d'autres personnes qui sont venues, dont Éric Durand, qui a vraiment consolidé encore l'équipe de cardiologie interventionnelle, notamment dans le domaine des cardiopathies structurelles. Donc, avec ces gens-là, on a fait un certain nombre d'innovations technologiques en intervention, mais on s'est surtout attaché depuis les années 85 aux maladies valvulaires acquises, avec la réalisation de premières mondiales, ou de la création finalement d'un certain nombre de technologies, dont les dilatations aortiques en 85. Le commission autonome mitrale, dont on parle peu, mais qui a été aussi un grand moment, notamment dans les pays sous-développés, en raison de son coût, du fait qu'il pouvait être stérilisé jusqu'à 100 fois. Donc c'était très intéressant sur le plan socio-économique. Et puis finalement le TAVI. Donc 3 innovations. Et bien entendu, la première et la troisième sont extrêmement intriquées. C'est le même programme de recherche. Un seul objectif pour ces 2 innovations: proposer une solution alternative salvatrice aux nombreux patients atteints de rétrécissement aortique symptomatique et récusés pour un RVA chirurgical. Et comme vous le savez tous, dans les années 90, il a été montré par un certain nombre de surveys que si les gens ne sont pas opérés quand ils sont symptomatiques, la mortalité est extrêmement élevée, de l'ordre de 70% à 3 ans, voire éventuellement plus chez les patients les plus âgés. Et dans les années 80, c'était encore pire quand j'ai commencé à m'intéresser au problème, puisque le remplacement valvulaire aortique chirurgical était récusé pour tout patient de plus de 75 ans. Et je dirais même qu'au-delà de 70 ans, les gens en général n'étaient pas beaucoup opérés. Donc il y avait la nécessité de répondre à un besoin clinique majeur, et c'est ça qui a été le moteur de mon travail. Donc la première des choses, ça a été de tenter ce qui paraît maintenant d'une banalité affligeante, mais qui à l'époque était considéré comme incroyable, de réaliser un élargissement de l'orifice aortique par gonflage d'un ballonnet. Alors c'est une technique qui existait sur la cardiopathie congénitale, mais personne ne pouvait imaginer qu'on puisse dilater une valve aortique calcifiée avec un ballon. Je vous prie de me croire, c'était absolument impossible. Et donc, ça me trottait beaucoup dans la tête. Et en septembre 85,
en rencontrant en étant en présence d'une femme de 72 ans qui était multisymptomatique, mais à un tel point qu'elle pouvait absolument rien faire sans syncoper. Donc elle avait je ne sais combien de syncopes par jour. J'ai proposé à l'ETAC de faire une dilatation aortique. Il a d'abord dit non, il a dit non une deuxième fois, puis il est parti en vacances. Je lui ai téléphoné parce qu'elle revenait, et finalement j'ai gagné. Et donc on a pu la mettre sur la table et on a fait une dilatation aortique très prudente, mais parce que la chance a souvent été de mon côté. Vous savez, le patron de Facebook dit toujours que dans les innovations, on a besoin d'avoir la chance de son côté. J'ai toujours eu beaucoup de chance de mon côté au moments cruciaux. Et là, cette malade avait probablement une bicuspidie ou une fusion des commissures, mais avec un petit coup de ballon, elle a été totalement améliorée et elle est restée asymptomatique pendant 2 ans. Le résultat était tellement immédiat qu'on a rappelé tout de suite des patients qui avaient la même chose et on a fait une première série publiée dans le Lancet où je commençais à dire imprudemment an alternative to valve replacement, donc c'était vraiment très gonflé, mais, et donc ça a été une véritable déflagration dans la communauté médicale, avec entre 86 et 92 une expansion mondiale dont les plus jeunes n'ont absolument pas idée, mais c'était à peu près comme les valves maintenant. Donc il y a eu pour l'époque un très grand nombre d'articles indexés sur les dilatations aortiques, des registres très importants aux États-Unis, NHLBI et le registre Mansfield, la compagnie avec laquelle j'avais développé un ballon de dilatation aortique. Il y a eu d'ailleurs un accord, la première fois on a vu un accord de la FDA pour une technique créée à Rouen, donc c'était pour nous un grand moment d'émotion, et une amélioration des symptômes et une limitation qui était jugée bien sûr absolument inacceptable, c'était la rosténose précoce. Et donc là j'étais confronté à deux choses, ou bien je laisse tomber, on laisse tomber tout ça, on n'en parle plus, ou bien on essaye de trouver une solution. La naissance de l'idée de TAVI est venue du besoin de trouver une solution envisageable contre la rosténose post-BAV. C'est pour ça que je vous dis que les deux techniques sont tout à fait liées. Et en 90, j'ai annoncé au cours de séminaires qu'on faisait à Rouen sur les dilatations aortiques mon désir d'implanter une prothèse valvulaire aortique au sein de la valve native calcifiée sur cœur battant en utilisant des techniques habituelles de cathétérisme cardiaque sous anesthésie locale. Vous voyez que c'était quand même un peu grand comme idée, un peu louf, je dois dire, et surtout anesthésie locale, c'était parce que une des grandes causes de la réticence des chirurgiens à opérer était le fait que les anesthésistes disaient que les malades ne supporteraient pas l'anesthésie générale. Donc j'avais mis la barre assez haut. Et quand on voit ce à quoi on a affaire, on était tout à fait à même de comprendre la réaction des proches, y compris peut-être d'Hélène ou des gens qui m'entouraient. C'est impossible, les calcifications valvulaires sont là, très importantes, absolument infranchissables par une prothèse valvulaire qui en outre ne pourrait en aucun cas se déployer. Ça, c'était la première réflexion que j'avais à peu près partout. Ensuite, c'était extraordinairement dangereux si on arrivait à passer la valve, puisqu'à cause des structures avoisinantes, la valve aortique se prête absolument pas à une valve implantable par cathétérisme cardiaque, à cause des coronaires juste au-dessus, de la mitrale juste au-dessous et du faisceau de His. Donc on avait toutes les raisons de baisser les bras. Mais on a fait à Rouen, avec Hélène et René Koenig, je ne sais pas si René est là aujourd'hui, mais on a fait une étude autopsique absolument fondamentale pour toute l'histoire du TAVI sur un certain nombre de patients qui venaient de décéder d'un rétrécissement aortique calcifié à une époque où les autopsies étaient faciles. Je suis parti sur la base d'une observation courante que vous connaissez bien, c'est qu'on peut toujours gonfler un ballon dans une valve aortique calcifiée, quelle que soit l'importance des calcifications. Donc pourquoi pas penser à mettre un stent en même temps. Si le stent était résistant, il pourrait peut-être faire ce qu'on fait dans les coronaires actuellement, c'est-à-dire une angioplastie et un stent. Question, est-ce qu'un stent expansible par ballonnet pourrait maintenir la valve ouverte? Alors ça, c'était une question très difficile à résoudre, et on a fait cette étude autopsique qui a montré que chez tous les malades, on pouvait implanter une valve un stent balloon expandable de Palmas de 23 mm de diamètre, et qu'on obtenait tout le temps une ouverture circulaire du stent. Ça, c'était vraiment une première question extrêmement importante. Très remise en question par les experts, jusqu'à ce que Renu Virmani, aux États-Unis, fasse la même chose alors qu'elle y croyait absolument pas. En fait, elle a fait cette expérimentation pour démontrer que ce n'était pas possible, et elle est tombée sur les fesses, et elle n'arrête pas de dire maintenant que c'est la seule erreur de sa vie. Donc, vous voyez, elle a pris des valves aussi calcifiées que celle-ci, et à chaque fois, elle a mis un stent qui s'est ouvert absolument circulaire au milieu de tout ça.
Donc ça a été très important pour la suite de l'histoire. Aussi, on a réussi à définir les caractéristiques du stent qui pouvaient éventuellement ne pas boucher les artères coronaires, toucher la mitrale ou écraser le septum, la partie haute, et le faisceau de His. Et on est arrivé à la conclusion qu'une hauteur de 17 mm était un maximum pour être absolument sûr du coup. Mais il faut savoir qu'il fallait être capable de mettre le stent vraiment au bon endroit. Et donc ça, c'est sur cœur battant. Donc vous voyez, c'était vraiment pas gagné d'avance. Et ce qui me permet de faire cette remarque en passant, c'est qu'on parle toujours d'échec des dilatations aortiques. En tout cas, les dilatations aortiques ont le mérite d'avoir était à l'origine de la stimulation ventriculaire rapide pour stabiliser le ballon et qu'on a utilisé évidemment cette technique pour mettre les valves balloon expandable en place au bon endroit. Si on n'avait pas fait ça sur les ballons, on n'aurait probablement pas réussi à mettre les valves en place. Je dirais qu'en ce qui concerne les dilatations aortiques, un autre avantage a été de démontrer aux chirurgiens qu'ils étaient capables d'opérer des patients octogénaires. Donc ça, c'était aussi un point très positif. Et enfin, je voudrais faire remarquer que les dilatations aortiques, vous en faites tous les jours quand vous prédilatez les valves à l'occasion des TAVI. Et donc cette technique a survécu à 35 ans de mise en route. Représentation du stent valvulé et de la procédure de TAVI. Quand on a des idées, on fait des dessins. Donc voilà un dessin que j'avais fait pour un brevet européen. Donc j'imaginais ça, un stent avec une valve à l'intérieur qui pouvait se fermer en diastole avec un stent à haute force radiale avec une couverture externe du stent pour éviter les fuites paravalvulaires. Et j'ai fait ça, et donc avec notre chirurgien Bessou, on a fait ça, ce modèle de stent absolument incroyable, qui était exactement le dessin, vous voyez, et ça a l'avantage de montrer que c'était pas du tout une utopie sur le plan de la fabrication de la valve, mais que surtout quand la valve était sertie sur le ballon de Kribier-Le-Tac, d'ailleurs qu'on avait utilisé là, le diamètre serti était de 8 mm, ce qui fait que la mise en place de la valve par voie fémorale rétrograde restait envisageable, ce qui était vraiment le but de la manœuvre, mettre cette valve comme on fait un cathétérisme rétrograde par voie fémorale. Donc elle était concevable pour une majorité de patients, et dans le brevet, j'ai fait ce dessin qui montre à peu près comment je voyais la mise en place d'une valve. Maintenant, ça paraît vraiment tout à fait anodin. Recherche d'un financement. Il fallait avoir un stent très résistant et une valve. Donc j'ai fait toutes les compagnies biomédicales que vous pouvez nommer dans tous les pays du monde, je dois vous dire, et dont Edwards et Medtronic bien entendu. Et voilà ce que j'ai entendu sans arrêt, c'est-à-dire en fait que c'était un projet absolument irréaliste qui s'aggravait de problèmes techniques insurmontables avec des complications majeures qu'on pouvait prévoir qui étaient tous plus ou moins mortels, que ça serait de toute façon jamais approuvé par la FDA, donc c'était même pas la peine d'y penser, que la chirurgie couvrait 100% des besoins, qui n'avaient donc aucune indication, et le projet le plus stupide à oublier d'urgence. Voilà, ça c'était le leitmotiv pendant 5 ans. Alors est-ce que c'était la fin de l'histoire? Eh bien non, le projet s'est poursuivi. Et il s'est poursuivi grâce à la chance encore de rencontrer des gens sur ma route qui y croyaient. Ça, c'était incroyable parce qu'il y a des gens qui y croyaient, indépendamment des gens autour de moi comme Hélène qui y croyait, mais personne n'y croyait. Donc j'ai rencontré un ingénieur de Johnson & Johnson, Rabinovich, qui est là au milieu, lequel m'a présenté à son patron, en quelque sorte, si je puis dire, Stan Rowe, qui était également chez Johnson & Johnson. Martin Leon était le responsable clinique de l'expérimentation chez Johnson & Johnson. Et avec ces 4-là, on a fondé une start-up qu'on a appelée Percutaneous Valve Technology. Donc évidemment, on n'avait pas d'argent, donc on a, grâce à Martin Leon, trouvé une petite compagnie en Israël qui s'appelle Aran, dont vous voyez ici la totalité des ingénieurs, et qui a assuré l'investissement et le développement des premières phases de cette procédure, de cette technique. Et grâce au ciel, ils venaient d'engager un ingénieur, Asaf Bash, qui avait travaillé sur le stent NIR, alors que cette compagnie n'était absolument pas une compagnie qui faisait de la médecine, mais qui faisait surtout des chaussons chauffants. Donc on ne partait pas vraiment gagnant. Mais grâce à cet ingénieur, il a été très très réceptif. Il est venu à Rouen voir des dilatations aortiques, il a assisté à des sauvetages de malades incroyables, et il est revenu en disant on le fait. Voilà, donc le cahier des charges était quand même assez dur, donc il fallait une prothèse faite d'un stent hyper résistant.
avec une valve à l'intérieur, capable d'être comprimé de façon homogène sur un ballonnet pour son introduction dans un désilet fémoral de 7 à 9 mm de diamètre, sans aucune altération du stent et de la structure valvulaire suturée à l'intérieur. Mission impossible. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait pas tout de suite, ils l'ont fait en 3 mois. Et ils m'ont d'abord montré des prototypes qui étaient absolument inutilisables, et puis ils sont venus avec cette valve-là, qui est vraiment très belle, qui est un stent, un tube d'acier qui a été ouvragé au laser pour faire les mailles, un tube de 23 mm, puisque j'avais dit que je voulais une valve 23 mm, et qui avait un diamètre serti sur ballonnet de 24 French. Ça, c'était le point un peu noir, mais alors j'ai posé la question, j'ai dit, mais on ne peut pas avoir la même chose en auto-expansible. Ils m'ont dit, ça ne marchera jamais, parce qu'il n'y aura jamais assez de force pour ouvrir le calcaire avec un stent auto-expansible. Comme quoi, on peut se tromper parfois. Donc, avec cette valve-là, ils ont fait un très grand nombre de tests hémodynamiques. Donc, je vous en montre quelques-uns pour le plaisir. Par exemple, ici, vous voyez cette simulation de durabilité accélérée qui montrait une durabilité à 5 ans. Ici, des contrôles de la géométrie du stent en train d'être comprimé, etc. Donc, ils sont venus avec tout ça. Et puis, il a fallu commencer les tests in vivo chez l'animal, donc avec Hélène encore et avec l'aide de Nicolas Borenstein du CERA de l'Institut Montsouris à Paris. On a implanté chez une centaine de brebis des stents valvulés à différents endroits. Le premier était un endroit tout à fait extraordinaire parce que c'était une position orthotopique dans la valve aortique de la brebis. Et vous voyez ce que ça a donné, c'est-à-dire en fait extraordinaire, quoi, avec un écho qui marchait bien. On n'a jamais pu réussir après à le faire. On l'a fait une fois et après c'était fini. Donc on a pu mettre des stents partout sauf en orthotopique sur la valve aortique à cause de la proximité des coronaires et de la mitrale chez le mouton, des différences anatomiques, j'en passe. Mais le premier cas que j'ai présenté au TCT a créé une énorme force d'investissement pour la compagnie. On a pu continuer grâce à ce premier mouton. Et puis, après, avec Hélène, on a réussi à faire du chronique. Alors là, le chronique, pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans, je leur souhaite du plaisir, parce qu'en fait, quand on implante une valve dans l'ordre descendante, au bout de un quart d'heure, elle est morte, parce qu'il n'y a pas de gradient. Donc les valves restent ouvertes, etc. Donc il faut créer un gradient pour qu'elle marche. Et on a trouvé le moyen de faire, avec Hélène à Lyon, une destruction programmée des valvules aortiques natives, de façon à créer une insuffisance aortique suffisamment forte pour créer un gradient dans l'ordre descendante, et suffisamment pas forte pour ne pas tuer le malade tout de suite, que ce qui était en général ce à quoi on s'attendait. Et ça, c'était exigé par la FDA. La FDA ne peut pas accepter une valve pour une expérimentation humaine si on n'a pas démontré qu'elle marche au bout de 5 mois, qu'elle marche encore à 5 mois. Et voilà, à 5 mois, toutes les valves marchaient très bien. Et donc, ça nous a permis de penser à passer à l'homme. Mais je vous montre ici quand même cette photo que j'adore, qui est une photo prise au CERA, à l'Institut Montsouris, en train de mettre des valves avec Nicolas Borenstein. Et c'était vraiment très intense. Vous savez, on avait l'impression de vivre un moment très particulier. Et on a réussi à obtenir des renseignements fondamentaux au cours de ces expérimentations sur 100 brebis. Donc on a mis au point l'accès vasculaire, le désilet, les guides, les cathéters de délivrance. On a réglé un certain nombre d'aspects procéduraux. On a étudié les anticoagulants dont on parlait tout à l'heure chez la brebis. Et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait une double antiagrégation plaquettaire. C'est marrant. Mais des différences anatomiques essentielles de la brebis avec l'homme et le fait qu'il n'y ait pas de calcification fait qu'on ne pouvait absolument tirer aucune conclusion sur la possibilité de mettre des valves chez l'homme. Autrement dit, la décision la plus difficile au terme de tout ça, c'était le passage du mouton à l'homme. Annoncer à un homme que c'est le prochain mouton, c'était très, 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 très difficile. Et cet homme, il s'est présenté à Rouen. Il venait de Lille et il avait 57 ans. J'ai déjà montré cette observation très souvent, mais c'était quand même unique, quoi, parce qu'il avait 57 ans. D'une part, il avait une fraction d'éjection à 12%, il avait fait plusieurs arrêts cardiaques, il avait un thrombus flottant dans le ventricule gauche, il n'avait aucun accès fémoral, donc vous voyez un peu le genre. Il y avait une nécessité d'implanter la valve par voie transseptale et sous anesthésie locale et sans ETO.
Et donc j'ai envoyé cette description à mes collègues en Amérique, à Martin Leon notamment, et je lui ai dit voilà, on a un premier patient pour mettre une valve. Et il a failli tomber à la renverse, quoi. Il a dit vous voulez absolument tuer la start-up. Hein, ça, avec ça, c'est fini. Et puis finalement, il s'est dit que, et ils se sont mis d'accord, les trois autres, tous les trois, pour dire que c'était la seule façon de sauver la vie du malade. Donc on est parti sur une histoire absolument incroyable de mettre une valve par voie transseptale, ce qui n'était absolument pas programmé en passant par la veine fémorale droite et en traversant le septal avec la valve crimpée sur le ballon sans savoir du tout si ça tiendrait ou pas, mais ça a tenu. On a tourné autour du thrombus, là dans la pointe, et puis on est arrivé à la valve aortique. Vous voyez ici la procédure, et je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer ça. Au moment du positionnement, au moment du déploiement, avec Christophe Tron, c'est Christophe Tron qui est à côté, au moment du résultat, on n'en croit absolument pas nos yeux parce qu'elle marche très bien, cette valve, et on voit les couleurs qui reviennent sur les joues du patient. C'était incroyable. Et la valve est en place au milieu des calcifications. Elle tient le coup, elle marche. On a ce gradient. On peut arrêter les vasopresseurs immédiatement après que la valve a été implantée, ce qui était quand même incroyable. Le patient était en choc depuis des jours et des jours. Et voilà le patient, c'est celui qui est allongé, un peu noir, parce qu'il a fait quand même quelques épisodes d'arrêt cardiaque au passage. On est très content. On avait dit avec Hélène que si la valve marchait une demi-heure, on considérerait que ça serait un succès. Et on regardait l'heure, hein. On regardait l'horloge et on disait, putain, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, et le patient est toujours là, la valve marche toujours. Et au 8e jour, le patient était vraiment ressuscité. Donc ça a été vraiment une chose absolument incroyable, publiée dans Circulation avec un effet bœuf sur la communauté médico-chirurgicale. Il a fallu quand même attendre 1 an pour que les experts chirurgiens cardiaques de l'AFSAPS acceptent une étude prospective sur des patients compassionnels dont la définition était survie prévue de moins de 15 jours. Donc je peux vous dire qu'on a eu sur la table tous les patients en insuffisance rénale terminale, en insuffisance respiratoire. Beaucoup mouraient en rentrant aux soins intensifs ou mouraient sur la route en venant d'ailleurs à Rouen. C'était horrible. Démontrer l'intérêt d'une technique disruptive comme ça, sur des patients en état de mort imminente, ça s'était jamais vu en médecine, je crois. Imaginez si on avait fait ça pour les stents, par exemple, ou pour l'angioplastie coronaire. Donc, il ne fallait pas se décourager. On ne s'est pas découragé. Et on a fait une première série de 38 patients en compassionnel, comme je vous le dis, dans 2 études séparées. Dans RICAST, les patients étaient un tout petit peu moins compassionnels, mais aussi j'étais obligé de faire l'approche transseptale, puisque c'était celle que j'avais faite chez le premier patient, donc on m'a demandé de faire ça. Donc, les leçons de cette étude qui ont été publiées dans le JACC, dans deux issues du JACC, c'est qu'on pouvait le faire, c'était faisable. Il y avait une fiabilité du placement de la valve, il n'y avait pas de migration de valve, contrairement à tout ce qu'on m'avait dit, pas d'occlusion coronaire, pas d'IM, pas de bloc auriculoventriculaire complet dans cette série de patients, excellente fonction valvulaire, excellente hémodynamique. On avait une fuite paravalvulaire dans 25% des cas qui était assez sérieuse et d'ailleurs qui a sûrement été la cause de mort au 2e mois, au 3e mois, parce qu'on avait qu'une valve 23 mm, donc on sait maintenant que c'était forcément très insuffisant chez beaucoup de malades. Vous voyez ici, ça me fait plaisir de vous montrer cette photo parce que ça vous montre vraiment l'état d'esprit qui était le nôtre au moment où on faisait cette étude de Princeps par voie transseptale. C'était très difficile. On avait vraiment à chaque fois l'impression de vivre des moments historiques. Et c'était difficile, mais on réussissait tout le temps à le faire. En anesthésie locale et sédation, pas de TO. Et ça marchait vraiment remarquablement bien. Je vous montre 2 patientes, parce que l'amélioration des patients, ça a été déterminant pour l'expansion de la technique et l'acceptation de la technique dans le monde. Pas seulement les résultats hémodynamiques, mais l'amélioration des patients. On ne peut pas imaginer ce que c'était. Vous voyez cette femme de 83 ans qui venait de Paris, qui était laissée mourante chez elle après 3 mois d'hospitalisation à Necker ou je ne sais plus où. On avait dit à sa famille, elle va mourir, on ne peut rien faire, etc. Elle avait un infarctus antérieur, elle était en choc cardiologique, c'était l'horreur. Et elle a regardé la télévision et elle a vu le reportage sur le premier patient. Elle a dit à sa fille, « Ma chérie, il faut que tu m'emmènes à Rouen. »
Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, on a commencé à faire une dilatation aortique, et puis après, on a fait une valve. Et vous voyez la patiente, là, c'est juste un jour après l'implantation. C'était en transseptal, bien entendu. 6 mois après, avec sa famille. 1 an après, aux États-Unis, invité au TCT. Est-ce que vous pouvez croire ça? Je parle aux plus jeunes parce que les vieux, ils ont déjà tous vu ces images, mais c'est incroyable. Cette patiente-là qui prend l'avion, qui va aux États-Unis, qui monte sur l'estrade au TCT, qui fait un petit discours devant tout le monde pour célébrer sa première année de valve. Et puis la voilà 6 ans et demi après, toujours en forme, qui est venue se refaire un écho à l'occasion d'un séminaire qu'on faisait sur les valves. Une autre patiente à laquelle je tiens beaucoup, c'est la patiente qui a été le premier cas de rétrograde. Donc j'ai obtenu l'autorisation de faire un rétrograde chez une patiente de cette série parce qu'elle avait un rétrécissement mitral associé qui rendait impossible le transseptal. Et donc premier abord rétrograde programmé, incroyable, 85 ans, elle était non opérable, un choc cardiogénique OAP, je ne vous dis pas. On m'a dit qu'elle mourrait dans le transport de Paris à Rouen, ce qui n'a pas été le cas. Heureusement pour elle. Voilà le résultat sur le gradient. Maintenant, vous êtes très habitués à ça, mais pour nous, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. La première goutte vision du futur du TAVI, hein, une valve mise en place comme ça, par voie rétrograde fémorale, et la voilà à 5 ans. Elle a invité tout le service en Tunisie pour une bar mitzvah, et on est tous allés là-bas avec elle. C'était incroyable. L'envol du TAVI dans le monde. Au bout d'un certain temps, il a été possible de dispatcher la technique. Et vous voyez ici Bill O'Neill, le premier à faire une valve aux États-Unis par voie transseptale, hein, bien sûr. Formidable, Martin Leon après, et puis John Webb, Ceruis, Colombo, qui se sont mis à faire des valves. J'aurais des tas d'anecdotes à vous raconter là-dessus. Comme je n'ai pas le temps de le faire, je vous convie vraiment à contacter Hélène Elchaninoff et Martine Gillard qui vous inviteront à venir le 21 mai à Rouen, où on rentrera dans le détail de toutes ces histoires-là. Donc n'hésitez pas à les contacter, on a déjà de quoi vous inscrire. Edwards Life Science acquiert PVT. Donc ça, c'était une grande chose. Edwards, qui nous avait envoyé bouler quand j'avais été leur demander leur aide, se bat avec Boston Scientific et avec Medtronic pour acheter la valve PVT, un prix, je ne vous donne même pas le chiffre, incroyable. Ils achètent cette valve qui s'appelle Cribier-Edwards. Au bout d'un certain temps, elle devient l'Edwards Sapien, avec l'avantage d'avoir une deuxième taille de 26 mm qui a rendu en fait la possibilité d'étendre la technique à beaucoup de gens. Avec 50% de couverture externe, 22 French, 24 French d'introducteurs, une approche transfémorale rétrograde qui a été évaluée essentiellement à Vancouver, au Canada, par John Webb, avec la création d'un système de délivrance, parce que vous savez que jusqu'alors, on n'avait pas de système de délivrance, c'était la valve sur le ballon, point final. Donc là, il y a un système de délivrance, en plus steerable, donc vraiment extrêmement sophistiqué, qui a rendu vraiment l'éclosion l'essor du TAVI vraiment tout à fait faisable. Et en 2006, c'est-à-dire à peu près 2 ans après, ils ont créé le Retroflex 3, en ayant simplement l'idée de rajouter un nose cone au bout du ballon qui a permis de franchir les valves avec beaucoup plus de facilité, qui a été utilisé dans les énormes registres sources et dans Partner US Trial 1. Et ça, c'était vraiment un grand progrès. Alors nous, à Rouen, on suivait avec ces techniques nouvelles, rétrogrades, avec le nouveau cathéter de délivrance, et on faisait une délivrance fémorale toujours sur l'anesthésie locale. J'en profite pour vous dire que sur les, 3000 patients qu'on a fait à Rouen, il y a eu un seul patient qui a été fait sous anesthésie générale. Ça vous donne une idée de l'état d'esprit. Procédure 2 heures, sortie à 8 à 10 jours. Les chirurgiens commencent à croire au TAVI. Alors j'adore cette photo parce que c'est le diable qui s'invite en salle d'opération pour la première transapicale. Vous me reconnaissez peut-être avec Michael Mack et Frédéric Moore à Leipzig en 2005 pour un TAVI transapical. Alors ça a complètement changé les choses parce que d'un seul coup, avec les deux approches, le transfémoral et transapical, le TAVI couvrait tous les besoins et on n'avait plus de raison de récuser des patients. Donc ça a été un progrès absolument extraordinaire. En 2004, il s'est passé un événement non négligeable qui est l'apparition d'une valve concurrente, contre toute attente, une valve self-expanding, donc la core valve que vous connaissez bien. Et on a fait
on a marché en parallèle. Je dois vous dire que les gens qui sont sur l'écran sont mes amis. On se voit, on s'embrasse. Il n'y a eu absolument aucune animosité. Il y a eu de la concurrence, il y a eu des procès, il y a eu des tas de trucs sur le plan industriel. Mais toujours est-il que cette valve a permis, en même temps que la valve d'Edwards, un emballement mondial des indications du TAVI. Et ce qui a fait que la valve a été très prisée au début de l'histoire, c'est parce qu'elle venait avec un désilet de 21 French qui vraiment plaisait énormément aux cardiologues interventionnels contre le 22-24 French. C'est la seule chose qui comptait vraiment pour eux. La valve, c'était un épiphénomène, mais il fallait vraiment pouvoir avoir un désilet plus petit. Jusqu'à 2010, personne n'aurait pu prévoir l'incroyable succès du TAVI. Je vais être beaucoup plus rapide maintenant sur l'évolution, mais quelles sont les raisons du succès du TAVI? D'abord, l'amélioration du matériel et la facilitation des procédures. Expérience croissante des équipes partout dans le monde, amélioration de la sélection du patient et des choix des valves, qui sont basés sur l'écho et avec un rôle essentiel du scan, dont on a parlé aussi tout à l'heure, un soutien incroyable de l'industrie aux techniques d'imagerie qui ont permis vraiment d'améliorer la sélection des patients et de déterminer la taille de la valve. C'était absolument essentiel et je remercie vraiment les industriels qui se sont penchés là-dessus. Ils avaient peut-être aussi intérêt parce que ça montait en puissance vraiment cette technique, mais vraiment c'est fou ce qu'on a pu être aidé. Amélioration des valves elles-mêmes. Donc, 3 générations de valves pour l'Edwards, que vous connaissez bien, l'Edwards Sapien, la Sapien XT, la Sapien 3. À chaque fois, diminution du calibre des désilets, amélioration des systèmes de délivrance, multiplication des tailles de valves pour mieux couvrir l'anneau, amélioration du positionnement et de l'étanchéité des prothèses. Que ce soit Edwards ou Medtronic, l'évolution a été la même, toujours extrêmement favorable avec le respect de ces 4 nécessités d'améliorer la technologie. Ça a été absolument essentiel, bien entendu. Pendant ce temps-là, les industriels et les médecins se sont évertués à faire des tas de valves. Vous voyez, il y en a eu énormément. En fait, maintenant, il n'en reste plus beaucoup qui sont concurrentes réellement avec la Medtronic et l'Edwards. Vous aurez des symposiums après sur Boston et Abbott, et donc ils vous diront où ils en sont, mais c'est un peu difficile pour ces valves de trouver leur chemin. Il y a des questions de prix qui sont un argument très fort pour les voir implantées dans les pays en développement, et je les félicite de le faire, et c'est très bien comme ça. Alors ces valves-là, toutes ont été vers un progrès considérable qui est qu'on est passé en fémoral dans la majorité des cas, donc plus de 92% des cas par voie transfémorale, qui sont des procédures beaucoup plus simples, plus rapides, moins risquées, et qui ont permis la démocratisation du TAVI en mettant le TAVI à la portée pratiquement de tous les cardiologues interventionnels. Et on a vu avec cette envolée du transfémoral, au détriment des techniques annexes, accroître considérablement le nombre de procédures de TAVI. Depuis la Sapien XT à Rouen, on a continué dans notre idéologie de rendre le TAVI une procédure absolument minimaliste. Et c'est en 2012, avec la Sapien XT, qu'on est passé vraiment en transfémoral absolu, percutané, avec des fermetures percutanées. Pas de TO, durée de la procédure très limitée, une sortie au 3e jour dans 75% des cas. Avec la Sapien 3, le TAVI est devenu réellement une procédure stent-like. Donc la première publication sur la technique transfémorale minimaliste a été faite par Éric Durand et notre équipe dans le JACC Intervention en 2012. Et contre l'avis de tout le monde. C'était incroyable. Les gens disaient, mais vous êtes complètement... Surtout les anglo-saxons, les américains et les anglais disaient, c'est inacceptable de faire du TAVI sans anesthésie générale, etc. Et voilà ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous voyez le croisement des courbes. À partir de 2012, toute l'anesthésie générale s'est envolée. Le TAVI est fait par transfémoral dans 94% des cas aux États-Unis, avec une technique minimaliste qui est la nôtre, dans 80% des cas. Et ça a vraiment été un coup de fouet incroyable dans la progression des choses. Une accumulation d'évidence scientifique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
il y a eu tout d'abord de multiples registres TAVI chez des patients à haut risque. Donc chez Edwards, on en a fait plein. Le dernier, en l'occurrence, c'était le Source et Source XT, qui étaient des registres extrêmement intéressants parce qu'ils étaient vraiment très contrôlés et vraiment très convaincants pour la plupart des cardiologues interventionnels. Et puis là, je montre les deux registres fabuleux qui ont été faits en France. D'abord, le registre France avec Hélène aux manettes, qui incluait je ne sais plus combien, 160 je crois patients, quelque chose comme ça, qui venaient de France, donc de Rouen, de Massy, de Tenon, j'en oublie sûrement. Et puis le France 2, par Martine Gillard, avec 27 études ancillaires quand même, c'est absolument incroyable. C'est ce registre qui a été suivi par France TAVI, qui est certainement le registre le plus important qui existe, enfin en tout cas pendant un certain temps c'était le plus important, qui a apporté des renseignements colossaux sur l'innocuité et la valeur des résultats. Il y a eu après des registres matchés contre la chirurgie cardiaque chez des patients à risque intermédiaire. Il y en a eu plusieurs, mais je vous montre un seul qui est ce Bermuda Triangle Study qui a matché contre la chirurgie des patients à risque intermédiaire et qui a montré que les choses étaient évoluées de la même façon sur le plan de la mortalité, etc. C'était une première indication un premier frémissement, je dirais, vers une explosion des indications. Et puis après, il y a eu les études randomisées, donc je ne rentre pas dans les détails, vous les connaissez très bien, mais c'était quand même extraordinaire. Chez des patients inopérables contre traitement médical, chez les hauts risques, les risques intermédiaires, les bas risques, avec un accord de l'FDA qui succédait pratiquement instantanément à la publication des résultats, ce qui était très très étrange aux États-Unis. Et donc, d'abord, les hauts risques, on était contents, les risques intermédiaires, on était vraiment ravis, et les low risques, alors ça, c'était vraiment le comble, puisque non-infériorité ou supériorité du TAVI dans tous les cas de figure, avec des résultats identiques réalisés par la Medtronic CoreValve, donc ils ont suivi exactement la même stratégie d'évaluation scientifique, c'était incroyable. Mais combien d'autres techniques médicales ont été soumises à une telle évaluation scientifique? Alors ça, je voudrais bien le savoir. En tout cas, sûrement pas les valves chirurgicales. En août 2019, l'apothéose du TAVI, la FDA approuve le TAVI pour les patients à bas risque de plus de 65 ans pour les deux valves, la CoreValve et la Sapien. C'était vraiment, pour nous, c'était vraiment quelque chose de très grandiose, avec en conséquence une augmentation persistante des implantations, avec, vous voyez, 163 000 valves implantées en 2020. On vous a donné les chiffres récents en France et 65 000 aux USA, avec une prédiction de croissance multipliée par 4 en 10 ans. Et les recommandations européennes qui sont venues avec un peu de retard en 2021, confirmatives, mais pour les patients de plus de 75 ans, étant sous-entendu qu'entre 65 et 75, on demanderait un petit peu aux patients ce qu'ils en pensent. Je me fais garde d'illusions sur ce que les patients en pensent, mais il faut aussi que les cardiologues interventionnels soient raisonnables et ne fassent pas n'importe quoi chez les patients les plus jeunes. Je termine avec les engagements de notre équipe depuis le premier cas. Intense activité de formation des équipes et de proctoring on-site, plus de 25 pays, j'ai vraiment sans arrêt bourlingué à travers le monde, avec plus de 1250 physiciens, cardiologues formés à Rouen entre 2004 et 2008 par des séminaires. Ensuite, la formation s'est faite à Nyon en Europe, mais tous les cas cliniques en direct étaient réalisés à Rouen. Et depuis 2017, on fait des formations régulières au Medical Training Center. Donc on a vraiment axé notre activité sur l'entraînement des équipes parce que c'est absolument essentiel d'apprendre tous les tips and tricks de cette procédure. La contribution au registre et aux études randomisées, donc, dont le REIA TAVI chez la femme, et puis un programme national extrêmement important, FHU et RHU, de recherche sur le RA investissement d'avenir, coordonné par Hélène, dont le RHU Stop AS qui fait beaucoup parler de lui et qui met en œuvre énormément de potentiel de recherche. Alors, vous voyez, c'est ma dernière diapo, je crois, donc une fascinante aventure semée d'embûches avec
je pense, une des choses très importantes du TAVI qui a été d'apprendre aux gens à travailler ensemble. On a parlé de la Hard Team, mais c'était quelque chose qui n'existait pas avant, qui s'est constitué et qui perdure. C'était très intéressant. Vous voyez ici les différentes étapes allant jusqu'à l'extension à tous les patients. Et puis l'extension des indications que vous connaissez très bien, donc je ne rentre pas dans le détail, mais Valve in Valve, une étude qui a été réalisée en Amérique et qui maintenant a des milliers de patients, l'étude sur les bicuspides, etc. Et je dirais que le TAVI a en outre ouvert de nouveaux champs d'activité en cardiologie en stimulant le développement de multiples techniques dont on a parlé tout à l'heure, qui sont toutes les techniques interventionnelles sur les cardiopathies valvulaires ou les cardiopathies structurelles. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.